Allez, c'est parti. L'histoire de l'humanité, au fond, c'est une immense quête d'ingénierie. L'objectif? Contrôler, dévier et exploiter la force la plus indomptable sur Terre, l'eau. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos méga-structures modernes, on a littéralement repoussé les limites du possible pour façonner notre monde. C'est un face-à-face permanent, fascinant, avec un élément aussi vital que dévastateur. Au menu de cette analyse aujourd'hui, on va d'abord parler des raccourcis du monde, puis on ira voir du côté des villes sur l'eau, avant de comprendre comment on a réussi à repousser la mer et enfin dompter sa puissance. Et pour finir, on se posera la question cruciale de l'avenir de l'eau. Première étape, les raccourcis du monde. Depuis les tout premiers navires, le défi ultime a toujours été de rétrécir la planète. Comment connecter les océans pour éviter de faire des détours interminables et surtout ultra dangereux? Eh bien la réponse la plus directe, ça a été de sortir les explosifs et de creuser directement dans la roche. Prenez ce chiffre par exemple, 400. C'est le nombre de kilomètres de navigation économisés par un ouvrage complètement fou, le canal de Corinthe, en Grèce. Imaginez une tranchée vertigineuse de 6 km de long, taillée à grands coups de dynamite à la fin du 19e siècle. En perçant cet isthme, les ingénieurs ont créé une autoroute directe entre la mer Ionienne et la mer Égée. Fini l'immense détour cauchemardesque autour du Péloponnèse. C'est ce qu'on appelle un canal à niveau, tout simplement parce que les deux mers connectées sont exactement à la même altitude. Plutôt pratique, non ? Mais voilà, ça se complique énormément quand le terrain ne s'y prête pas. Comment fait-on quand il faut traverser des montagnes? Construire un canal au niveau de la mer devient tout bonnement impossible. C'est vraiment la grande question qui a hanté les ingénieurs très tôt dans l'histoire de la navigation fluviale. Comment faire grimper une montagne à un bateau? La réponse est d'une élégance absolue, c'est l'écluse. C'est littéralement un ascenseur à bateau, mais qui fonctionne uniquement grâce à la gravité et à la pression de l'eau. Le mécanisme est redoutablement génial. Le navire entre dans le sas, on ferme les lourdes portes derrière lui. Ensuite, de toutes petites trappes coulissantes en métal, les ventelles, s'ouvrent en douceur pour laisser entrer ou sortir l'eau, la pression s'équilibre, et le bateau monte ou descend comme par magie pour atteindre sa nouvelle altitude. C'est de la physique à l'état pur. D'ailleurs, la comparaison est fascinante entre deux projets colossaux dirigés par la même personne, le français Ferdinand de Lesseps. D'un côté, le canal de Suez, en 1869. Un succès total, une ligne droite relativement simple à creuser dans le sable plat du désert. De l'autre, le Panama. Grisé par son succès, de Lesseps s'y attaque avec un orgueil démesuré. Il pensait vraiment pouvoir y refaire un canal à niveau. Mais c'était sans compter sur la réalité brutale du terrain. Des montagnes insurmontables, une jungle impénétrable et des maladies tropicales absolument foudroyantes. L'histoire de ce canal, c'est vraiment une succession de tragédies et de coups de génie inespérés. L'entêtement du projet français mène à une faillite catastrophique en 1889. Des milliers de travailleurs perdent la vie face à la fièvre jaune et au paludisme. Ce sont finalement les Américains qui reprennent les rênes. Leur idée de génie? Éradiquer les moustiques d'abord et surtout changer de plan. On oublie le canal à niveau. À la place, il crée un gigantesque lac artificiel en altitude, le lac Gatun, accessible par d'immenses écluses. Son ouverture en 1914 va tout simplement redessiner le commerce mondial. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Récemment, le canal a dû subir des travaux d'agrandissement titanesques pour accueillir des cargos de plus en plus monstrueux. On parle de nouvelles portes roulantes qui ont nécessité l'équivalent en acier de 19 tours Eiffel, rien que ça. Mais le vrai casse-tête, le nerf de la guerre, c'est l'eau douce du lac Gatun. C'est le carburant du canal, mais c'est aussi l'eau potable de tout le pays. Du coup, les nouveaux bassins utilisent la gravité pour recycler pas moins de 60% de l'eau à chaque passage. Une vraie prouesse écologique pour ne pas gaspiller cette ressource vitale dans l'océan. Passons maintenant à notre deuxième chapitre, des villes sur l'eau. Si fendre la Terre en deux est compliqué, bâtir une métropole entière directement sur les flots, c'est un tout autre niveau de folie. On va parler d'une ville magnifique qui, techniquement, n'aurait jamais dû exister. 10 millions, c'est un chiffre astronomique qui correspond à la forêt pétrifiée totalement invisible cachée sous la ville de Venise. À l'origine, pour fuir les invasions, les habitants se sont réfugiés dans une lagune marécageuse ultra instable. Pour empêcher leurs immenses palais de couler dans la vase, ils ont dû y enfoncer plus de 10 millions de pieux en bois. Et comme il n'y a pas d'oxygène là-dessous, le bois ne pourrit jamais. Il se solidifie. Juste pour l'église de la Salute, il a fallu planter plus d'1 million de ces troncs d'arbres enfouis. C'est complètement dingue de s'imaginer ça. Évidemment, construire sur de la boue demande une maîtrise absolue des matériaux pour allier solidité et légèreté. À la base des bâtiments, là où le sel de la mer détruit tout, ils ont utilisé la pierre d'Istrie, un marbre blanc quasiment imperméable.
Juste au-dessus, pour ne pas que la structure s'effondre sous son propre poids, ils ont opté pour de la brique très légère. Et pour les sols et les allées balayées par les vagues, du trachyte, une roche volcanique rugueuse pour éviter de glisser. Le niveau d'adaptation est tout simplement brillant. Sauf qu'aujourd'hui, la ville s'enfonce, le niveau de la mer monte et les fameuses inondations, l'aqua alta, deviennent de plus en plus dramatiques. La parade moderne, c'est le projet MOZ. Concrètement, ce sont 78 énormes vannes métalliques remplies d'eau qui dorment au fond de la lagune. Quand une violente tempête s'annonce, on y injecte de l'air comprimé à toute vitesse. L'eau expulsée, les portes s'allègent et se dressent à 45 degrés, formant une muraille colossale capable de bloquer des marées de 3 mètres de haut. Un véritable bouclier technologique. Troisième partie, repousser la mer. Alors si Venise a appris à chevaucher sa lagune, il y a une nation entière qui a poussé l'audace jusqu'à voler carrément son propre territoire à l'océan. Aux Pays-Bas, maîtriser l'eau, ce n'est pas juste de l'ingénierie, c'est littéralement une question de survie nationale. Ce chiffre de 1830 fait vraiment froid dans le dos. C'est le nombre de vies fauchées lors de l'effroyable inondation de 1953, quand une tempête monstrueuse a pulvérisé les digues néerlandaises en pleine nuit. Ça nous rappelle brutalement que, malgré toute notre technologie, la nature reste un adversaire redoutable. Ce traumatisme national très profond a d'ailleurs servi de déclencheur au plan Delta, le projet de génie civil le plus fou jamais entrepris pour verrouiller les côtes du pays. L'évolution technologique pour rassécher ces terres, ce qu'on appelle les polders, force le respect. Historiquement, on construisait des digues et on utilisait plus de 10 000 moulins à vent pour pomper inlassablement l'eau vers la mer. Puis, l'ère industrielle a apporté sa puissance de feu, le charbon, la force brute du diesel et finalement, nos réseaux électriques ultra puissants. C'est cette escalade mécanique implacable qui a permis de faire sortir des provinces entières de l'eau, comme le Flevoland, transformant d'anciens fonds marins en terres agricoles ultra fertiles. Et la pièce maîtresse née de cette quête de sécurité absolue, c'est le barrage anti-tempête de l'Escaut oriental. Au départ, l'idée c'était de construire un immense mur complètement fermé. Mais ça aurait détruit un écosystème marin inestimable et les fameux parcs à huîtres locaux. Les ingénieurs ont donc dû tout réinventer. La solution ? Un barrage ouvert sur des kilomètres, composé d'énormes portes en acier qui ne se ferment automatiquement qu'au moindre signe de danger mortel imminent. C'est le compromis parfait entre forteresse infranchissable et respect de l'environnement. Chapitre 4, dompter la puissance. Car depuis plus d'un siècle, l'aventure a pris une autre dimension. L'objectif n'est plus seulement de déplacer les navires ou de bloquer l'eau, il s'agit maintenant d'exploiter la force colossale de cet élément, de capturer son énergie. Et voici un fait stupéfiant, très souvent occulté quand on parle d'énergie. L'hydroélectricité écrase de manière écrasante le paysage mondial des énergies renouvelables. On est très très loin devant l'éolien et le solaire. En fait, les barrages se comportent comme de gigantesques batteries à ciel ouvert. Ils stockent une énergie propre, capable de délivrer leur pleine puissance instantanément, à la seconde même où le réseau en a besoin. Le secret de la résistance de ces monstres de béton, c'est la pression hydrodynamique. Prenons le barrage français de Tignes. Ce mur retient 235 millions de mètres cubes d'eau. Mais attention, ce qui est contre-intuitif, c'est que la pression terrifiante à sa base ne provient absolument pas de la longueur ou du volume total du lac. Non, c'est dicté uniquement par la hauteur verticale de l'eau. À Tignes, c'est une chute de 180 mètres. C'est cette hauteur précise qui oblige à calculer l'épaisseur et la courbure exacte du béton pour transférer cette pression titanesque sur les montagnes environnantes. Mais jouer avec des forces pareilles n'est jamais sans risque. De tous les ouvrages construits de main d'homme, les barrages sont les plus meurtriers. Cette citation glaçante vient d'André Coyne lui-même, le concepteur du barrage de Malpasset, qui s'est tragiquement effondré en 1959. Une vague furieuse de 40 mètres a englouti la vallée en pleine nuit, faisant plus de 400 victimes. Le béton était intact, mais la géologie complexe de la roche qui soutenait la structure avait été dramatiquement sous-estimée. Un désastre absolu qui a définitivement changé les normes d'ingénierie mondiale. Malgré cela, l'ambition humaine ne s'arrête jamais. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le barrage d'Itaipú entre le Brésil et le Paraguay. Les dimensions donnent tout simplement le vertige. Il s'étire sur 7,5 km de large et repose uniquement sur la friction colossale de son propre poids contre une roche volcanique ultra dure. L'eau s'engouffre dans 20 turbines géantes, générant l'équivalent électrique de 14 réacteurs nucléaires. C'est colossal, et ça permet d'éviter l'émission de 85 millions de tonnes de CO2 par an. Une prouesse ahurissante. Dernière partie, l'avenir de l'eau. Parce qu'on a beau avoir construit des mégastructures absolument incroyables, la quête pour maîtriser cet élément est encore très très loin d'être achevée. En réalité, le plus grand test est à venir. S'il y a bien une leçon limpide à retenir de tous ces exploits, c'est celle-ci.
Que ce soit de Lesseps terrassés par la jungle au Panama, les Vénitiens luttant contre la vase ou les Néerlandais dressant des murs face aux tempêtes, on peut courber l'eau à notre volonté pour un temps, mais au final, l'environnement finit inéluctablement par dicter ses propres conditions. La nature reste toujours l'architecte ultime, et la véritable maîtrise exige un profond respect. Alors aujourd'hui, avec un climat mondial qui s'emballe sous nos yeux, provoquant l'élévation inexorable des océans et rendant les tempêtes de plus en plus violentes, une question vertigineuse se pose. Nos mégastructures tiendront-elles le choc? Notre ingénierie suffira-t-elle à continuer de maîtriser l'eau, ou est-ce que l'eau finira irrémédiablement par nous maîtriser? Ça donne matière à réfléchir, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet, tout aussi passionnant.